Donc bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Irina Serban et Maud Sourel du cabinet L'Excelliant. On a souhaité organiser ce premier webinaire, je pense qu'il y en aura d'autres, autour du sujet de la levée de fonds, comment bien l'organiser avec des conseils d'avocats. C'est vrai qu'on a souvent des webinaires qui sont animés par des fonds d'investissement, des family office ou des business angels. Là, pour le coup, on va aller chercher un petit peu plus de pratique côté cabinet d'avocats. Donc, Maud, Irina, je vais vous laisser vous présenter et vous laisser la parole. Parfait. Merci Lisa. Donc, bonjour à tous. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est comment réussir sa levée de fonds, est l'un de mes préférés et j'ai la chance de le pratiquer tous les jours. C'est vraiment notre quotidien. Mais avant tout, rapidement, deux mots sur notre cabinet. Donc, qui sommes-nous? Le cabinet L'Excellence est un cabinet d'avocats d'affaires. Nous sommes une boutique corporate très spécialisée sur le conseil qu'on donne aux entreprises et aux dirigeants. Au sein de cabinet, nous avons plusieurs spécialités que vous allez pouvoir découvrir sur notre slide. Donc, tout d'abord, c'est le private equity qui représente la partie financement, fusion-acquisition, droit des sociétés cotées et non cotées, droit boursier et droit social. Aujourd'hui, vous avez en face de vous l'équipe fusion-acquisition et financement du cabinet. Les autres spécialités sont gérées par mes associés. La spécificité de notre équipe est que nous sommes extrêmement spécialisés sur le conseil donné aux entreprises et plus spécifiquement à leurs fondateurs et à leurs dirigeants. C'est le choix que j'ai fait lorsque j'ai été contactée pour créer le département fusion-acquisition du cabinet L'Excellence. Donc, si vous devez aujourd'hui retenir quelque chose de nous, c'est le fait que nous intervenons pour défendre les intérêts des fondateurs et des dirigeants, que nous accompagnons sur le long terme, non seulement lors des opérations de levée de fonds, mais également tout au long de la vie sociale de la société pour les opérations usuelles, comme par exemple la tenue des AG et des boards. Il faut savoir que nous intervenons aussi dans le cadre d'opérations exceptionnelles, comme par exemple toutes les opérations de croissance externe qui sont faites par nos clients. Ça peut être des acquisitions ou encore de cessions de sociétés. On intervient aussi pour des opérations d'exit d'investisseurs ou d'hommes clés de la société, pour des opérations d'intéressement de salariés des dirigeants, ou encore pour gérer les conflits entre les actionnaires. Nous assistons, et pour finir sur notre spécialité, nous assistons aussi régulièrement nos clients en matière contractuelle et on rédige très souvent pour eux l'ensemble de leurs contrats dont ils ont besoin pour le développement de leur activité. Ça peut être par exemple des CGV et des CGU, des contrats informatiques, donc tout type de contrats informatiques, des contrats de licence par exemple, ou encore des contrats de freelance, ainsi que tout type de contrats commerciaux. Donc voilà un petit mot sur notre présentation. Je travaille pour ma part notamment avec ma collaboratrice Maud Sorel, qui est aujourd'hui avec nous et qui a 8 ans d'expérience en tant qu'avocate corporate. Nous sommes passés toutes les deux par les plus grands cabinets d'affaires de la place parisienne, très spécialisés en corporate. Donc nous, aujourd'hui, l'objectif est de vous livrer les principaux secrets tirés de notre retour d'expérience pour que vous puissiez réussir au mieux votre levée de fonds et surtout éviter ces nombreux pièges. La spécificité de notre atelier d'aujourd'hui par rapport à d'autres ateliers sur des levées de fonds auxquels vous avez pu assister est le fait qu'on va mettre un gros coup de projecteur sur les enjeux juridiques et financiers d'une levée de fonds et plus spécifiquement ces enjeux donc juridiques et financiers qui vont être vus cette fois-ci uniquement du point de vue des fondateurs. Voilà, donc notre présentation d'aujourd'hui va être divisée en deux grandes parties. Dans un premier temps, et puisque le monde de la levée de fonds est un milieu à part, on a fait le choix de vous exposer le contexte général d'une levée de fonds pour que vous soyez familiarisés tout simplement avec le process si vous n'avez jamais encore levé. Donc, on aura une première partie de notre présentation qui va être très généraliste. Et dans une deuxième partie, on va aborder les aspects techniques
même très technique parfois, très juridique et financier d'une opération de levée de fonds. Donc, je vais laisser la parole à Maude qui va vous présenter dans un premier temps la liste des principaux enjeux que nous avions pensé qu'il serait intéressant et utile d'aborder aujourd'hui. Et à la fin de notre exposé, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Irina, on va tout d'abord évoquer le contexte général de la levée de fonds. Ça concerne les 3 premiers points du sommaire. Donc, tout d'abord, pourquoi et quand lever des fonds. Ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients d'une levée de fonds. Et enfin, quels investisseurs vous allez pouvoir rencontrer. Par la suite, on va aborder donc les aspects un peu plus techniques, juridiques et financiers. C'est le point 4, comment s'organise une levée de fonds. Le point 5, comment lever des fonds et quels outils financiers vous allez pouvoir utiliser. Et enfin, quels sont les documents clés et les pièges à éviter. Donc, je vais maintenant vous exposer pourquoi et quand lever des fonds. Tout d'abord, pourquoi? Réaliser une levée de fonds, c'est une décision qui est très importante pour l'entreprise parce qu'elle doit lui permettre d'assurer son développement. C'est une opération qui va être dilutive pour les fondateurs. Donc, il y a un grand enjeu pour vous puisque vous allez devoir vivre sur la durée avec les nouveaux investisseurs. Une levée de fonds a essentiellement 2 buts. Le premier but qui est évident, c'est répondre à un besoin financier. L'argent que vous allez recevoir va vous permettre d'accélérer le développement commercial de votre société. En pratique, nous, on remarque vraiment que la levée de fonds donne aussi un levier de communication très important aux entrepreneurs parce que ça entraîne souvent une accélération de leur projet. Ensuite, quand lever des fonds? Le timing est très important. Il faut lever ni trop tôt, ni trop tard. Quand est-ce que c'est trop tôt? Il faut absolument être prêt avant d'entamer un process de levée de fonds. Être prêt, ça veut dire que la société doit avoir la maturité nécessaire pour lever les fonds, puisque c'est très chronophage comme opération et ça peut prendre plusieurs mois. Donc, il est essentiel que votre développement ne soit pas impacté négativement pendant le process. Sinon, ça pourrait, à terme, diminuer la valorisation finale de votre société et donc augmenter la dilution des fondateurs lors de la levée de fonds. Il ne faut pas non plus lever trop tard. Le timing parfait pour lever des fonds, c'est le moment où on a encore une trésorerie suffisante, donc pour tenir encore une fois pendant le process. La levée de fonds doit donc être anticipée au maximum, puisque l'urgence refroidit beaucoup les investisseurs, voire parfois les fait fuir. Donc, il est vraiment essentiel, pour résumer, que la levée de fonds ne permette pas uniquement d'assurer la survie de votre société. Ça vous permettra aussi, dans les négociations, d'être dans un rapport de force beaucoup plus favorable, notamment sur le point crucial de la valorisation de votre société. Donc, si vous devez retenir un seul conseil pratique, c'est disposer d'une trésorerie suffisante pour tenir pendant la levée de fonds. Pour votre information, en pratique, la durée classique d'une levée de fonds, c'est environ 2-3 mois quand le montant de la levée de fonds est inférieur ou égal à 500 000 €, c'est-à-dire quand vous êtes encore en phase d'amorçage. Si le montant est supérieur d'environ 1 million d'euros, là, la durée prend entre 6 et 9 mois en pratique. Pour terminer sur cette partie, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin de lever des fonds ou est-ce que je peux encore faire appel à des solutions alternatives? Quelles sont-elles? Tout d'abord, on a bien sûr l'autofinancement, mais ce n'est pas toujours facile et possible. Après, on peut aussi faire appel à des financements non dilutifs que sont les subventions, notamment de la BPI ou les aides régionales ou départementales, et aussi bien sûr les prêts bancaires, mais qui restent souvent assez théoriques pour les startups. On peut aussi faire appel à ces actionnaires s'ils ont les moyens et s'ils acceptent de recapitaliser la société. Je vais laisser Irina maintenant vous exposer les avantages et les inconvénients d'une levée de fonds. Merci Maude. En effet, donc, la levée de fonds présente évidemment des avantages majeurs, mais aussi malheureusement quelques inconvénients. On a décidé, donc on va d'abord évoquer les inconvénients et on a décidé d'évoquer aujourd'hui les 4 principaux inconvénients. Donc, quels sont ces inconvénients? Donc, le premier inconvénient est qu'une levée de fonds, ça prend toujours du temps. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est une opération dilutive, donc avec un impact sur la dilution des fondateurs.
Le troisième inconvénient est le fait que vous allez perdre votre autonomie dans la gestion de votre propre société. Et le quatrième, qui est inévitable, c'est évidemment le conflit d'intérêts. Donc, tout d'abord, on va commencer par le premier inconvénient qu'il faut savoir. Une levée de fonds prend du temps. Donc, c'est toujours chronophage, comme Maud vient de vous l'exposer. Et ça, c'est même lorsque vous allez passer par un leveur de fonds. Donc, si vous vous lancez dans un process de levée de fonds, vous devez savoir que vous n'allez plus pouvoir consacrer 100% de votre temps au développement de votre startup. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on conseille, nous, généralement à nos clients? Idéalement, surtout s'ils sont plusieurs fondateurs, hein, c'est l'idéal, c'est d'avoir une personne parmi les fondateurs qui va pouvoir s'occuper exclusivement de la levée de fonds pendant la période nécessaire, telle qu'elle vient d'être exposée par Maud. Donc, il ne faut en pratique surtout pas sous-estimer le temps nécessaire, et je me permets d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il vous faut du temps non seulement pour trouver l'investisseur et le convaincre d'investir chez vous, mais aussi par la suite pour négocier la valorisation et la dilution des fondateurs. Et comme Maud vient de l'exposer, il est important que vous ne soyez pas en situation d'urgence d'un point de vue surtout trésor. Et enfin, il va vous falloir du temps pour négocier toute la documentation juridique qui peut être plus ou moins complexe en fonction notamment du montant levé et aussi des acteurs qui sont impliqués dans l'opération. Il faut savoir qu'en pratique, le temps que vous allez devoir consacrer en réalité, ça va être de plus en plus important jusqu'au closing, donc jusqu'à la réunion de signature, car il va y avoir énormément de détails juridiques dont la négociation ne sera finalisée qu'au dernier moment. Voilà, donc sur tous ces aspects pratiques. Le deuxième inconvénient de la levée de fonds, on vient de l'évoquer, donc c'est le fait que la levée de fonds est une opération dilutive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir partager les bénéfices de votre société. Donc, vous n'êtes plus les seuls associés de votre société. La dilution, on va le voir plus tard, sera plus ou moins grande, non seulement en fonction de la valorisation de votre société que vous aurez négociée, mais aussi en fonction de l'outil de financement qui sera choisi. Et il faut savoir aussi qu'en pratique, et nous on le conseille toujours, il y a des astuces à connaître pour diminuer au maximum, autant que possible en tout cas, la dilution des fondateurs. Ça peut être par exemple de négocier dès le moment de la levée de fonds des outils de relution au capital des fondateurs, comme par exemple un pool de BSPCE ou encore un pool d'actions gratuites en faveur des fondateurs. Maintenant, on peut aborder le troisième inconvénient de la levée. Donc, le troisième inconvénient est que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne serez plus seul dans votre société, donc vous allez perdre une partie de votre autonomie dans la gestion de votre start-up. Donc, vous ne prenez plus tout seul toutes les décisions. Post-levée, en pratique, il va falloir rendre compte de la gestion de votre société aux investisseurs, voire il va falloir les faire participer à la prise de certaines décisions stratégiques. En fait, il faut savoir que très souvent, et d'ailleurs en réalité c'est market practice, les investisseurs demandent la mise en place d'un board dont ils veulent être membres. Et ce board, en pratique, il aura un poids non négligeable dans les prises de décisions stratégiques. Là encore, la négociation est capitale et tout dépend de la négociation que vous allez mener. Il faut savoir qu'en pratique, il est possible de mettre en place deux types de board. Donc, soit un board qui est simplement consultatif, donc sans réel impact sur les décisions qui seront prises dans la société, qui continueront à être prises par les fondateurs. Ou, deuxième catégorie de board, c'est un board décisionnaire avec un impact plus ou moins grand en fonction des décisions qui lui seront soumises. Donc, dans le board consultatif, les membres du board, ils vont simplement être informés par les fondateurs d'un certain nombre de décisions qu'ils envisagent de prendre. Voilà. Alors que dans le board décisionnaire, les fondateurs vont être obligés de soumettre au board un certain nombre de décisions avant de pouvoir les implémenter
si elles auront été validées par le board, donc notamment par les investisseurs qui vont participer au vote. Donc, tout dépend évidemment des négociations, mais aussi du montant qui sera levé et des acteurs qui seront impliqués dans les opérations. Pourquoi? Parce que parfois, dans certaines opérations, en dessous d'un certain montant, il est normal, voire il est market practice de mettre en place simplement un board consultatif, alors que dans d'autres opérations, au-dessus d'un certain montant, il est tout à fait usuel de mettre en place un board décisionnaire. Mais le board sera abordé un peu plus tard dans notre exposé. On reste là encore sur les inconvénients et on va aborder le dernier inconvénient qu'on a trouvé qui est vraiment important dans la levée de fonds. C'est évidemment le conflit d'intérêts qui potentiellement peut exister à certains moments entre les fondateurs et les investisseurs. Malheureusement, vous n'avez pas toujours des intérêts convergents. Donc, il ne faut pas oublier en fait que les investisseurs sont parfois, en tout cas, dans une logique court-termiste et en tout cas, ils vont vouloir maximiser le retour sur investissement, y compris par la vente de votre société, ce qui est tout à fait normal, c'est pour ça qu'ils ont investi, alors que les fondateurs, eux, ils vont chercher surtout et en premier lieu à pérenniser leur projet. Donc là, on vient d'évoquer les principaux inconvénients, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la levée de fonds a aussi et surtout des avantages considérables pour les fondateurs et pour les porteurs de projets. On a des avantages financiers et des avantages non financiers. Donc, tout d'abord, les avantages financiers que vous connaissez très bien. Donc, vous allez évidemment bénéficier d'une entrée d'argent importante qui va vous permettre d'accélérer le développement de votre projet. Et donc, vous avez une entrée d'argent, mais en même temps, vous n'avez rien à rembourser, contrairement par exemple à un prêt bancaire. Pourquoi? Parce qu'en principe, vos investisseurs, ils vont devenir actionnaires de votre société et ils vont prendre en tant qu'actionnaires les mêmes risques que vous dans le cadre du projet. Et à côté des avantages financiers, on a aussi des avantages non financiers qui sont tout aussi importants, voire qui peuvent faire la différence. En tout cas qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est notamment le réseau et l'expertise des investisseurs que vous allez choisir. Donc, les investisseurs viennent souvent avec leur réseau et leur expertise, qui peuvent être extrêmement précieux pour le développement de votre société et qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, il est important de savoir en tirer parti. Je vous propose maintenant de passer à la question stratégique du choix de vos investisseurs. Comment on choisit un investisseur? Est-ce qu'on a une liberté totale pour les choisir? Donc, faire entrer en fait au capital de votre société des investisseurs, comme on vient de le voir, ce n'est pas du tout une décision anodine. Vous allez devoir vivre dans le temps avec vos investisseurs pendant un certain temps en tout cas. Cela aura donc forcément un impact sur votre quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une market practice à connaître en la matière. L'investisseur devra être choisi en fonction du stade du développement de votre projet, voire même parfois en fonction de la nature même de l'activité de votre entreprise. Et c'est Maud qui vous exposera justement comment choisir ces investisseurs et il commencera par vous présenter les deux premières options. Donc, la première option, c'est si vous êtes au tout début de votre développement et que vous avez déjà épuisé toutes les solutions d'autofinancement qu'on vous a évoquées un peu plus tôt, notamment vos ressources personnelles. Il va falloir penser à ouvrir votre capital pour faire rentrer votre famille et vos amis, pour obtenir un financement complémentaire. C'est ce qu'on appelle en pratique le love money, vous avez sans doute déjà entendu parler. Ça concerne des levées de fonds qui sont comprises en dessous de 500 000 €. En général, c'est plutôt dans les 300 000 €. Les avantages de faire appel au love money, c'est qu'à ce stade encore assez préliminaire, les conflits d'intérêts vont être assez rares. Par conséquent, la négociation du pacte sera beaucoup moins longue et moins dure, et vos intérêts en tant que fondateur vont être a priori mieux préservés. Une autre option, c'est de faire appel au crowdfunding, dont vous avez sans doute déjà entendu parler aussi. C'est une technique de financement des projets qui utilise des plateformes Internet pour mettre en relation les porteurs de projets et les personnes physiques qui souhaitent investir dans les projets.
Les levées de fonds qui font appel au crowdfunding sont en général d'un montant qui peut atteindre 500 000 voire 1 million d'euros. Mais nous, notre retour pratique, c'est de faire attention à 2 inconvénients majeurs. C'est d'abord le fait que les plateformes prennent en général une commission assez importante sur le montant levé. Et par ailleurs, un inconvénient encore plus important, c'est que vous allez vous retrouver avec un grand nombre en fait, d'actionnaires, ce qui pourra rendre les prises de décision assez compliquées au sein de la société d'un point de vue pratique. Je vais laisser Irina poursuivre sur les autres types d'investisseurs, qui sont les business angels, les fonds d'investissement, et elle va vous présenter rapidement aussi le leveur de fonds. Oui, donc tout d'abord, je vais rapidement exposer qui sont ces business angels. Donc, les business angels sont généralement des anciens chefs d'entreprise qui ont décidé d'investir une partie de leur patrimoine personnel dans des projets innovants. Donc, ils apportent du cash de la société, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de l'apport de cash, les business angels font aussi profiter de leur réseau, de leur expérience ou encore de leurs compétences, ce qui peut être extrêmement précieux pour les startups, surtout celles qui sont au tout début ou en phase d'amorçage. Il faut savoir qu'en pratique, les business angels sont susceptibles d'investir à tous les stades de la vie d'une entreprise, mais la plupart des business angels investissent au stade de l'amorçage. En tout cas, nous, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des dossiers. La pratique montre que la plupart du temps, le ticket moyen qui est investi par les business angels s'élève entre 15 000 voire 20 000 euros et 50 000 euros. Mais il faut savoir que nous, en tout cas, très souvent dans nos dossiers, on retrouve aussi de très gros business angels qui sont très réputés et qui investissent fréquemment et des montants conséquents. Donc, les business angels participent en général à des levées en dessous d'1 million d'euros. Moi, je vous recommande de privilégier les business angels qui ont de l'expérience et du réseau dans le domaine d'activité de votre société. Pourquoi? Parce que cela peut créer un vrai effet de levier pour que vous puissiez accélérer au maximum votre projet. À côté des business angels, en tout cas, lorsque l'apport des business angels s'avère être insuffisant par rapport à vos besoins de financement, par rapport à votre projet, on a les fonds d'investissement. Donc, quand est-ce qu'on fait appel à un fonds d'investissement? On fait appel lorsque les montants que vous recherchez sont trop élevés pour les business angels qui sont intéressés par votre projet. Donc, on le voit la plupart du temps dans nos dossiers. En pratique, ça arrive au-delà d'1 million, voire de 1 500 000 euros. Tout dépend évidemment de la taille des business angels qui sont intéressés par votre projet. L'expérience montre que les négociations vont être plus dures en réalité avec des fonds d'investissement qu'avec des business angels. En tout cas, c'est vraiment un retour d'expérience générale en la matière. Pourquoi? Ça s'explique aussi par le fait que les fonds doivent répondre aussi à une réglementation contraignante à laquelle ils sont soumis, contrairement aux business angels qui bénéficient d'une très grande liberté, notamment de la manière dont ils vont structurer l'opération. Donc, il va falloir tenir compte dans la négociation globale de l'opération, notamment de cette réglementation contraignante à laquelle les fonds d'investissement peuvent être soumis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en pratique, il y a plusieurs catégories de fonds. Quels fonds est-ce qu'on va aller voir? On ne va pas voir n'importe quoi. Là aussi, il faut faire un choix stratégique. Il faudra choisir le fonds en fonction, évidemment, en fonction généralement de 2 critères importants. D'une part, c'est le montant que vous recherchez, montant qui va être évidemment en fonction du stade de développement de votre société, et aussi en fonction du domaine d'activité de votre société. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des fonds spécialisés aujourd'hui, donc on a des fonds qui ne font que de l'amorçage, donc ça veut dire vraiment des montants qui ne sont pas très élevés, d'autres fonds qui ne font que du capital développement, mais on a aussi à côté des fonds qui sont extrêmement spécialisés en fonction du domaine d'activité de la société. Et nous, en tout cas, on retrouve souvent en pratique des fonds qui n'investissent que dans le domaine de la robotique, d'autres qui n'investissent que dans le e-sport ou encore d'autres qui investissent uniquement dans le SaaS. Voilà, donc il faut bien choisir le fonds d'investissement en fonction réellement de vos besoins pratiques.
Pour conclure sur les investisseurs, je vais vous présenter brièvement en 2 mots le leveur de fonds. Donc, qui est ce leveur de fonds? Donc, grosso modo, vous devez savoir que pour faciliter la mise en relation, notamment avec les fonds d'investissement, voire même avec des business angels, vous pouvez faire appel à un leveur de fonds qui va pouvoir vous aider dans le cadre de la mise en relation avec les fonds, et notamment pour anticiper les demandes des fonds et vous aider à préparer les documents financiers, donc notamment le business plan et le pitch deck. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces leveurs se rémunèrent en prenant un pourcentage du montant levé. Et ce qui est marqué practice en la matière, c'est un pourcentage entre 6 et 10% en fonction du montant levé. Maintenant que vous avez une bonne visibilité, j'espère, des différents acteurs d'une levée de fonds, on va rentrer dans la deuxième partie de notre exposé, qui commence à être un peu plus technique, et Maud vous présentera tout à l'heure comment s'organise concrètement une levée de fonds et quel est le calendrier et quelles sont ces différentes étapes de cette levée de fonds. Alors, donc, comment s'organise concrètement une levée de fonds? La première étape, c'est bien sûr préparer son pitch deck. Le pitch deck, c'est un document qui va être communiqué aux investisseurs pour présenter votre société et ses besoins dans le cadre de la levée de fonds. En général, ce document, il va comporter la présentation de votre cible de marché, votre business plan, des projections financières, votre plan marketing, une présentation de votre équipe. C'est assez libre. Il sera présenté soit par vous, soit par le lever. Et bien sûr, le but du pitch deck, c'est de convaincre les investisseurs de participer à la levée de fonds. Ensuite, vous allez rencontrer les investisseurs directement ou alors lors de roadshow. Votre lever aussi pourra vous présenter les investisseurs. Ceux qui vont être intéressés par votre projet vont entrer avec vous dans une phase d'audit qu'on appelle aussi Q&A, lors de laquelle ils vous poseront des questions sur l'historique juridique et comptable de votre société. S'ils sont satisfaits de vos réponses à ces questions, ils vont vous transmettre une lettre d'intention, qu'on appelle aussi LOI, Letter of Intention. Ce document, il va prévoir les principaux termes de leur investissement, donc notamment leur intention d'investissement, c'est-à-dire le montant qu'ils souhaitent investir dans la levée de fonds, leurs prétentions concernant la gouvernance à mettre en place dans votre société, aussi les clauses de maîtrise du capital qu'on vous exposera un peu plus tard. Et un dernier élément, c'est le timing, où ils vont sans doute prévoir une date butoir pour le closing, c'est-à-dire la signature de la documentation. Donc ensuite, vous allez négocier la documentation juridique, principalement le pacte d'associés qui contient les principaux enjeux pour vous, jusqu'à la signature de la documentation juridique, c'est-à-dire le closing, qui peut avoir lieu soit en présentiel, soit à distance, avec une visioconférence et une signature électronique, comme vous pouvez le voir là sur la slide. Je vais maintenant laisser Irina vous présenter les outils financiers qu'on peut utiliser pour réaliser une levée de fonds. Merci Maud. Oui, effectivement. Donc, en effet, là, on va rentrer dans la partie la plus technique de notre exposé. On peut réaliser une levée de fonds en utilisant différents outils juridiques et financiers. Ces outils peuvent être utilisés soit séparément, soit en même temps, de manière combinée, pour les opérations les plus complexes. Donc, ces outils existent et ils ont un impact qui est extrêmement différent en termes de dilution. Beaucoup d'entrepreneurs pensent à tort que l'essentiel est de bien négocier la valorisation de leur start-up et le pourcentage initial de dilution, mais ils se trompent en réalité. On le voit souvent dans les dossiers. La pratique montre en fait qu'il est tout aussi important de bien négocier l'outil de financement pour retenir l'outil qui sera dans le temps le moins dilutif pour les fondateurs. Donc, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est de vous dire, lorsque vous allez négocier la valorisation de votre société avec les investisseurs et l'impact en termes de dilution des fondateurs, négociez aussi en même temps, autant que possible, l'outil le moins dilutif pour les fondateurs dans la mesure du possible. Donc là, justement, l'objectif d'aujourd'hui est de rentrer dans le vif du sujet
technique est de vous présenter ces différents outils. Donc, on a deux catégories d'outils. On a des outils juridiques et financiers qui ont un effet dilutif immédiat sur les fondateurs. Et de l'autre côté, on a des outils qui ont un effet dilutif qui est différé dans le temps. Donc, tout d'abord, on va aborder rapidement les principaux outils qui ont un effet dilutif immédiat. Donc, quels sont ces outils? Quels sont ces principaux outils qui ont un effet dilutif immédiat? Ce sont principalement les actions. Donc, on a deux catégories d'actions. On a des actions ordinaires et des actions de préférence. Donc là, voilà, tenez-vous bien parce qu'on rentre dans un sujet un petit peu technique. Je vais essayer tout de même de rester très simple et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure, à la fin de notre exposé, si vous souhaitez qu'on rentre un peu plus dans le détail. Donc, d'abord, on va aborder les actions. Donc, comme je vous l'indiquais, en fait, il y a deux catégories d'actions. On a des actions ordinaires et des actions de préférence. Donc, comment se passe concrètement une opération de levée de fonds avec des actions ordinaires? L'investisseur, il apporte son financement et il va verser son financement sur un compte bancaire de la société qui aura été créé par le fondateur, compte bancaire qui s'appelle compte augmentation de capital. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrepartie de son financement, donc de l'argent qu'il apporte dans le capital de la société, l'investisseur va recevoir quoi? Il va recevoir des actions nouvelles, ordinaires, qui sont émises par la société. D'accord? Il peut recevoir donc des actions ordinaires ou encore des actions de préférence. D'abord, on va évoquer les actions ordinaires, qui sont un outil extrêmement intéressant pour les fondateurs. Donc, l'investisseur recevra des actions ordinaires et il aura ainsi une partie du capital de votre société. Il devient donc immédiatement actionnaire et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tout de suite un droit de vote au sein des assemblées générales et il a aussi un droit au partage, par exemple, des bénéfices de votre société. Quel est l'avantage des actions ordinaires par rapport à d'autres outils de financement? Le principal avantage est le fait que les actions ordinaires permettent de préserver l'égalité entre les investisseurs et les fondateurs. Donc, les droits auxquels les actions ordinaires donnent droit sont les mêmes que vous soyez fondateur ou investisseur. Et ça, c'est contrairement aux actions de préférence, par exemple, que vous allez découvrir dans un instant. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les actions ordinaires présentent un vrai avantage pour les fondateurs parce qu'elles permettent de garder l'équilibre capitalistique entre les fondateurs et les investisseurs qui a été défini dans le cadre de la levée de fonds. Et ça, c'est tout au long ensuite de la vie sociale de la société. Ce qui peut être très précieux, notamment lorsqu'on vit des moments plus difficiles. Tel n'est pas le cas ensuite des actions de préférence. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, à côté des actions ordinaires, on a d'autres types d'actions. On va aborder aujourd'hui d'un côté les actions de préférence et d'un autre côté les actions avec un BSA ratchet attaché dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, si on parle d'actions de préférence ou d'actions avec des BSA ratchet attachés, il faut savoir que ce sont des actions globalement, et pour faire simple, qui créent souvent un déséquilibre dans le temps entre les fondateurs et les investisseurs. Il s'agit d'un déséquilibre capitalistique. Souvent, mais pas que. Donc là, on va rentrer dans le détail. Donc, comme leur nom l'indique, qu'est-ce qu'une action de préférence? Donc, une action de préférence sont des actions qui confèrent une préférence, c'est-à-dire un avantage qui va favoriser le titulaire des actions de préférence, titulaire qui est généralement l'investisseur qui souhaite en bénéficier. Qu'est-ce qu'elles peuvent donner comme préférence, ces actions? Donc, elles peuvent donner, on le voit souvent en pratique, soit un droit de vote double au sein des assemblées générales, par exemple, ou elles peuvent encore donner une priorité dans la distribution des dividendes, une priorité donc du bénéficiaire de l'action, donc de l'investisseur, dans l'exemple qu'on vient de prendre. Les actions de préférence, comme d'ailleurs les actions qui ont attaché aussi un BSA à ratchet, peuvent aussi donner droit à un autre type d'avantage.
par exemple, elles peuvent donner droit à une réduction importante dans le capital de la société en faveur du titulaire de l'action, qui, dans notre exemple, c'est l'investisseur, au détriment, qui va se reluer, lui, dans ce cas, au détriment des fondateurs qui, eux, vont se trouver dans le temps dilués. Donc, la plupart du temps, cette révolution des investisseurs n'est pas immédiate, mais elle se réalise dans le temps, mais elle peut être assez conséquente. Et donc, il faut toujours faire très attention lorsqu'on parle d'actions de préférence ou des actions avec un BSR attaché qui peuvent vraiment avoir un effet dilutif important dans le temps, au détriment évidemment des fondateurs. Ce qu'il faut savoir aussi, et là ça va être la dernière catégorie d'actions de préférence et la dernière catégorie de préférence qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que souvent on le voit en pratique, les actions de préférence comportent ce qu'on appelle un droit de liquidité préférentiel. Ça, on le retrouve vraiment très souvent dans nos dossiers. Voilà, c'est une clause qui est demandée généralement par les investisseurs et surtout par les fonds d'investissement. Voilà, quand on parle de fonds d'investissement, c'est une clause qui est usuelle. Qu'est-ce que ce droit de liquidité préférentielle? C'est un droit qui s'applique la plupart du temps en cas de cession de 100% de la société et qui va permettre aux investisseurs de recevoir en priorité, donc avant les fondateurs, tout ou partie du prix de cession des actions de la société. Donc, dans notre exemple, l'investisseur pourra récupérer donc, sa mise par priorité avant tous les autres associés sur le prix de cession de la société. Et dans un second temps, les fondateurs pourront, eux, se partager le solde de prix de cession des actions si un tel solde existe, évidemment, après, une fois que les investisseurs ont récupéré leur mise en priorité. Évidemment, cette clause peut être négociée et avec beaucoup de détails et de finesse qu'on n'abordera pas dans notre exposé d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une clause de liquidité préférentielle, il est important effectivement d'en prendre connaissance et de bien se faire conseiller par des conseils très spécialisés en la matière, puisque, comme vous venez de voir, ce sont quand même des outils assez techniques qu'il vaut mieux bien négocier. Maintenant, je propose qu'on passe aux outils de financement avec un effet dilutif qui est différé dans le temps. Donc, on a principalement deux types d'outils dont vous avez sans doute entendu parler. D'un côté, on a les BSAR et de l'autre côté, on peut avoir les obligations. En tout cas, ce sont les seuls outils que nous, on va aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement les outils qu'on rencontre la plupart du temps en pratique dans le cadre d'une opération de levée de fonds. Donc, sur les BSAR, rapidement, donc, les BSAR ont un effet dilutif différé dans le temps. Donc, les investisseurs qui reçoivent des BSAR ne deviennent pas actionnaires immédiatement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, ils n'ont pas de droit de vote en assemblée générale, ni de droit au bénéfice de la société immédiat. Donc, eux, ils vont recevoir des BSAR qui sont en titre de capital et ils vont pouvoir exercer leur BSAR et obtenir des actions en contrepartie lors de la prochaine levée de fonds en général. Donc, la société, l'avantage des BSAR est que la société aura reçu le cash au moment de l'attribution des BSAR. Donc, elle aura reçu le cash de la part des investisseurs et la société émettra à ce moment-là des BSAR qu'elle va attribuer aux investisseurs et les fondateurs ne seront pas dilués immédiatement. Ils ne seront dilués que plus tard, lorsque les investisseurs vont exercer les BSAR et qu'ils obtiendront en contrepartie donc, des BSAR des actions. La dilution donc, des fondateurs se fera au moment de l'exercice des BSAR par les investisseurs et cette dilution aura lieu sur la base d'une formule de calcul qui sera définie à l'avance et qui sera donc négociée parfois et souvent en fonction des résultats de la société en attendant la future levée de fonds. Et le deuxième mécanisme, rapidement deux mots donc sur le deuxième mécanisme, sur le deuxième outil avec un effet dilutif différé, qui sont les obligations. On peut avoir plusieurs types d'obligations rapidement. Donc, on peut avoir par exemple des obligations
convertibles en actions ou encore des obligations remboursables en actions. Quel est l'intérêt des obligations par rapport, par exemple, au BSAR? Donc, ces obligations présentent des points qui sont à peu près similaires avec les BSAR, mais aussi des points sur lesquels ils sont très différents. Donc, comme les BSAR, les obligations ont un effet dilutif qui est différent dans le temps. Comme les BSAR, le cash est versé par l'investisseur à la société et l'investisseur reçoit en contrepartie non pas des actions, mais il reçoit des obligations qui sont donc une valeur mobilière qui pourra donner accès aux investisseurs à terme au capital de la société. Donc, l'investisseur n'obtiendra pas tout de suite des actions, il n'obtiendra des actions qu'au moment où il va exercer les obligations et la plupart du temps, il exercera ses obligations lors de la prochaine levée de fonds. Quelle est la différence? Quelles sont les principales différences en fait entre les obligations et les BSAR? À la différence des BSAR, on peut en principe rembourser l'argent reçu, comme par exemple, comme on rembourserait par exemple un prêt, ce qui n'est pas possible pour les BSAR. Donc, si on a des obligations, la documentation juridique, on le voit souvent dans les dossiers, peut en effet prévoir que l'argent reçu puisse être remboursé, évidemment avec un intérêt qui sera payé, intérêt négocié contractuellement. En tout cas, cet argent pourra être remboursé à l'investisseur. C'est la première différence importante. Et la deuxième différence importante par rapport au BSAR est le fait qu'il peut arriver en fait qu'on oublie d'exercer des BSAR, auquel cas les BSAR deviennent caducs et ils ne pourront plus jamais être exercés. Ça nous est arrivé comme ça de reprendre des dossiers dans lesquels il y avait des BSAR qui ont été émis et il y a eu un oubli d'exercer un certain nombre de BSAR qui étaient déjà devenus caducs au moment où nous étions rentrés dans le dossier. Ça, cela évidemment ne peut absolument pas arriver en principe avec des obligations. Pourquoi? Parce que dans la documentation juridique, on prévoit toujours que les obligations vont être automatiquement converties en actions à une date limite qui sera prédéfinie et négociée entre les fondateurs et les investisseurs. Donc là, on vient de voir les différents outils de financement. Donc, on a vu les outils dilutifs avec un effet dilutif immédiat et les outils avec un effet dilutif dans le temps. Voilà. Et là, donc après avoir analysé tous ces différents outils de financement, dont les caractéristiques vont figurer dans les principaux documents clés de la levée de fonds, et c'est Maud qui vous présentera rapidement les documents clés d'une opération de levée de fonds. Les documents clés sont la lettre d'intention et le pacte d'associés. Donc, je vais vous expliquer d'abord la lettre d'intention. Donc, cette LOI qu'on a évoquée un peu plus tôt, elle va vous être envoyée par les différents investisseurs qui veulent souscrire à l'augmentation de capital, à la levée de fonds. La LOI va comporter les piliers de l'opération. C'est un peu le squelette de l'opération. Elle va contenir notamment les principaux termes du pacte sur la gouvernance et sur les aspects de contrôle de géographie du capital et aussi les solutions de liquidité qui vous ont été exposées par Irina brièvement. Attention, en pratique, il arrive très souvent aux entrepreneurs de recevoir des lettres d'intention avec un délai très court pour y répondre. Donc, nous, notre recommandation, c'est déjà de négocier ce délai de réponse, simplement pour que vous ayez le temps de bien prendre connaissance de la lettre et ensuite de la faire valider par votre conseil. En pratique, vous avez peut-être déjà entendu, on parle de LOI binding ou de LOI non-binding. Si elle est binding, ça veut dire que les parties sont liées par la lettre. Donc, l'investisseur va être en gros obligé de procéder à l'investissement si toutes les conditions qu'il demande sont remplies dans la documentation juridique. Mais bon, la plupart du temps, les LOI sont non-binding, donc ça laisse encore une place à la négociation, principalement du pacte. Et Irina va maintenant vous présenter les clauses de maîtrise du capital qu'on insère en général dans les pactes. Absolument. Donc, comme vient de l'exposer Maud, il faut toujours faire extrêmement attention à la négociation de la LOI. Pourquoi? Parce que tout ce qui est accepté dans la LOI sera par la suite repris dans le pacte. Et en pratique, on le voit, en tout cas de manière vraiment systématique dans les dossiers, il est extrêmement difficile de revenir
sur des points que vous avez déjà acceptés dans la LOI par la suite. Le pacte d'associés prévoit principalement deux grands sujets essentiels. Donc, d'un côté, le pacte permet aux fondateurs d'avoir le contrôle du capital. Donc, il prévoit des clauses qui permettent de gérer le contrôle du capital. Et dans un second temps, le pacte prévoit aussi la gouvernance de la société. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement les clauses qui permettent d'avoir un contrôle sur le capital de votre société. Et Maud vous présentera tout à l'heure rapidement les clauses qui peuvent avoir un impact sur la gouvernance. Donc, très rapidement, les clauses, quelles sont les clauses en fait qui nous permettent de gérer le capital de la société? On a un certain nombre de clauses qui sont importantes, qui sont assez nombreuses aussi. Nous, aujourd'hui, on a choisi évidemment uniquement les clauses les plus importantes. Je vais les citer rapidement. Donc, il s'agit dans un premier temps de la clause de préemption. Peut-être vous avez entendu parler. Ensuite, il s'agit de la clause de cession forcée, la clause de sortie conjointe. On a ensuite, vous allez voir également sur notre slide, l'obligation de conservation et la clause de cession libre. Et dans un dernier temps, on va aborder tout à l'heure la clause de good et bad liver dont vous avez sans doute entendu parler. Donc, très rapidement, on va commencer par la clause de préemption. Qu'est-ce que cette clause de préemption et dans quel cas on l'utilise? Donc, ces clauses de préemption, on l'utilise lorsqu'un associé veut vendre ses actions. Dès lors qu'un associé veut vendre ses actions, qu'est-ce qui va se passer? C'est grâce à cette clause, ce sont les autres associés qui vont pouvoir racheter par priorité à tout tiers les actions de l'actionnaire cédant. C'est pour ça que cette clause, elle permet généralement de conserver, d'avoir une bonne maîtrise de la société pour éviter qu'un tiers ne rentre dans le capital de la société. Donc, en général, les associés qui préemptent les actions vont pouvoir les préempter chacun à hauteur de sa participation. Ensuite, à côté de la clause de préemption, on a une clause qui est extrêmement importante, c'est la clause de cession forcée. C'est une clause qui est très favorable aux fondateurs, généralement donc aux associés majoritaires. Dans quel cas s'applique cette clause? Donc, la clause de cession forcée, elle s'applique lorsque la société reçoit une offre de rachat de 100% du capital de la part d'un tiers. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous recevez un jour une offre de rachat de 100% du capital de la part d'un tiers? Donc, si vous recevez cette offre et que l'offre est acceptée par les fondateurs, il est très important d'avoir dans le pacte une clause de cession forcée. Pourquoi? Pour que vous, fondateurs, vous puissiez obliger les minoritaires, qui sont dans notre exemple les investisseurs, de vendre l'intégralité de leurs actions en même temps que vous et surtout en même prix. Cette clause est donc extrêmement importante pour les majoritaires. Pourquoi? Parce que grâce à cette clause, vous allez pouvoir éviter un blocage de la cession de votre entreprise si vous souhaitez un jour la céder. On sait qu'on valorise toujours mieux 100% du capital de la société. Il faut surtout éviter que des minoritaires ne puissent faire un blocage de la cession du 100% du capital de la société. Voilà, donc ça, c'est une clause qui est vraiment extrêmement importante et qu'il ne faut absolument pas négliger. À côté de cette clause, donc le corollaire de la clause de cession forcée, on a la clause de sortie conjointe, qui est une clause qui est rédigée en faveur des minoritaires, donc en faveur des fonds et des investisseurs, dans notre exemple. Quand est-ce qu'on utilise cette clause? On l'utilise généralement si les majoritaires cèdent le contrôle de la société. Donc, dans ce cas-là, si vous avez prévu cette clause dans le pacte, cette clause va permettre aux investisseurs de sortir et donc de vendre en même temps que les majoritaires, de vendre toute partie du capital qui détiennent dans de la société au même prix que les majoritaires. Ensuite, on va rapidement aborder l'obligation de conservation. Pourquoi? Parce que souvent les pactes prévoient une obligation de conservation des actions. Pourquoi? C'est souvent une clause qui est demandée par les investisseurs qui investissent pour que les fondateurs restent dans le projet un certain nombre d'années. Donc, par cette clause, les fondateurs s'interdisent de céder leurs actions pendant un certain temps. Et la plupart du temps, en pratique, on prévoit une durée de 2 à 4 ans d'interdiction de céder. Et je vais peut-être, vu le temps qui nous reste, je vais peut-être sauter rapidement directement à la clause
de good et bad liver, qui est une clause extrêmement importante pour les fondateurs. Pourquoi elle est importante? C'est parce qu'elle peut exproprier un fondateur de la société. Et il faut surtout comprendre dans quel cas on l'applique. Donc, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette clause? Elle prévoit une obligation pour le fondateur de vendre la totalité, toute ou partie de ses actions en cas de départ d'un fondateur. Donc, s'il y a l'un des fondateurs de la société qui part de la société, si le pacte prévoit une clause de good bad liver, dans ce cas-là, le fondateur est obligé de vendre ses actions si le bénéficiaire de cette clause souhaite les acheter à ce moment-là. Donc, c'est une clause qui est extrêmement importante puisqu'elle oblige un fondateur de vendre l'intégralité de sa participation. Quand est-ce qu'on peut activer cette clause? Comme on vient de voir, on ne peut l'activer qu'en cas de départ d'un fondateur. Qu'est-ce qu'un départ? Donc, il faut savoir que le départ peut être fautif ou non fautif. Donc, le départ est fautif, notamment en cas de révocation, ou ça peut être encore en cas de licenciement, ou encore en cas de démission du fondateur. Mais on peut activer aussi cette clause en cas de départ non fautif, qui peut être un cas de maladie, d'invalidité, ou encore en cas de décès. Donc, dès lors qu'on se retrouve en situation de départ d'un fondateur, il faut savoir que le pacte qui contient une clause de good et bad liver, dans ce cas-là, les investisseurs vont pouvoir activer cette clause. Donc, il faut faire très attention notamment à un point, voilà, notamment le prix, évidemment. Quel est le prix auquel vous allez être obligé de vendre vos actions? Ce prix va devoir être négocié. Généralement, on le voit bien dans les dossiers, il fait l'objet de longues négociations entre les fondateurs et les investisseurs. Et il faut évidemment essayer de fixer le prix le plus élevé, notamment en cas de départ non fautif. Donc, la market practice en la matière, on arrive souvent à négocier en cas de départ non fautif des prix qui peuvent correspondre à 100% de la valeur réelle des actions. Et en cas de départ fautif, très souvent les investisseurs demandent un prix qui correspond à la valeur nominale de l'action, donc grosso modo à 1 euro par action. Mais là encore, c'est très important de bien négocier et d'essayer de fixer à la limite un prix décoté par rapport à la valeur réelle des actions. Ce sera de toute façon plus élevé que, en tout état de cause, plus élevé que le prix qui correspondrait à la valeur nominale de l'action. Et un dernier point important par rapport à cette clause, c'est qu'il faut lire cette clause aussi comme constituant une clause qui est un garde-fou entre les fondateurs. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'éviter qu'un fondateur ne puisse quitter ses autres fondateurs tout en conservant, par exemple, l'intégralité de ses actions. Donc, elle permet aussi de protéger les fondateurs entre eux. Donc, il faut non seulement la lire en se demandant qu'est-ce qui va se passer si je suis un jour, moi, en situation de départ, par exemple, si je souhaite démissionner ou si je me fais révoquer ou licencier. Mais il faut aussi la lire en se demandant qu'est-ce qui va se passer si mon associé part et qu'il me laisse tomber, en donnant par exemple sa démission ou en décidant du jour au lendemain de ne plus travailler pour notre projet. Et dernière remarque concernant cette clause, donc vous l'avez compris, c'est une clause qui est punitive. Il est donc important de la limiter dans le temps. Et souvent, ce qui est marqué de practice en la matière, on la limite pendant une durée de 4 ans, qui correspond à un délai raisonnable pendant lequel on peut encore forcer un fondateur de vendre ses actions en cas de départ. Maintenant, je vais laisser la parole à Maud, qui va pouvoir vous exposer rapidement la manière dont on structure la gouvernance dans le cadre d'un pacte. Donc, comme on vous l'a exposé préalablement, en général, le pacte prévoit la mise en place d'un comité stratégique qu'on appelle aussi un board. Premier point important concernant le board, c'est sa composition. Tous les investisseurs ne vont pas se retrouver membres du board. Il y aura seulement 1 ou 2 investisseurs, les plus importants, ceux qui ont mis le plus d'argent dans la levée de fonds, qui vont représenter les intérêts de tous les investisseurs. Et les autres membres, ils vont représenter les intérêts des fondateurs. Un autre point à garder en tête, c'est la majorité, les majorités dans le board. Pour le calcul des majorités, une personne, un membre, égale une voix. Donc, c'est une situation qui est différente des majorités en AG, où le nombre de voix est proportionnel au nombre d'actions. Plus on a d'actions, plus on a de voix. Ensuite, sur la détermination des pouvoirs du board. S'il est décisionnaire et non pas simplement consultatif, il va autoriser un certain nombre de décisions stratégiques qui sont prises par les associés et le dirigeant.
Alors, à quelles décisions stratégiques on pense? Je vais vous donner quelques exemples. Ça va être par exemple la décision de révocation des dirigeants, la décision de fixation d'une rémunération pour le dirigeant, toute levée de fonds future, ou alors encore la décision d'embauche d'un salarié clé. Concrètement, lorsqu'on va fixer cette liste de décisions qui vont être soumises à l'autorisation préalable du board, il va falloir déterminer des montants et des pourcentages pour déclencher cette obligation de consultation préalable du board. Donc, par exemple, si c'est une société qui génère un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, on va fixer des seuils et des pourcentages, vous imaginez bien, qui vont être très différents de ceux d'une société qui générerait un chiffre d'affaires seulement de 100 000 euros, par exemple. Nous, on accompagne très souvent nos clients dans le cadre de la tenue de leur board. On peut le faire de deux manières. Soit on leur communique un template, un modèle de PV de board qu'ils vont pouvoir utiliser pour les boards standards. Mais il y a aussi des boards plus exceptionnels. Et pour cela, ceux qui statuent sur les décisions stratégiques, on les accompagne sur tout le processus pour qu'ils soient bien cohérents avec le pacte qui a été signé dans le cadre de la levée. Donc, pour terminer sur le contenu des pactes d'associés, Irina va vous détailler les clauses qui sont favorables aux dirigeants et qu'on a l'habitude de négocier pour eux. Oui, merci Maud. Donc absolument rapidement, donc, quelles sont les clauses qui sont favorables aux dirigeants et que nous, on recommande effectivement de les prévoir dans le pacte d'associés et de les négocier dès le moment de la levée de fonds. Ce sont essentiellement les clauses qui concernent la rémunération des dirigeants ou encore, comme on vient de le voir, les clauses qui permettent aux dirigeants de se reluer dans le capital de la société, ou encore des clauses qui ont pour objectif de limiter la responsabilité des dirigeants. Donc, il faut penser à souscrire une assurance responsabilité civile qui sera payée par la société, ou encore une assurance GSC qui est importante elle aussi. Pourquoi? Parce que souvent les dirigeants pensent à tort avoir le statut de salarié et être couvert par le chômage. Or, très souvent, en pratique, on découvre qu'ils sont dans des situations de cumul qui ne sont pas valables juridiquement. Car il n'existe pas un lien de subordination. Et donc, dans ce cas-là, ils ne sont pas couverts par le chômage en cas de licenciement ou de révocation de leur mandat de dirigeant. Et d'où il est extrêmement important de négocier une assurance GSC qui sera prise en charge par la société. Et pour terminer notre exposé d'aujourd'hui, qui aura été bien lent, peut-être en deux mots rapidement sur le bridge. Donc, dans le contexte actuel, avec la crise du Covid, il faut savoir qu'on retrouve très souvent dans les dossiers beaucoup d'opérations de bridge et moins de levée de fonds classique. Qu'est-ce qu'un bridge? Donc, un bridge, c'est un type de levée de fonds, mais qui est basé sur une valorisation des côtés. La plupart du temps, ces bridges sont gardés confidentiels par nos clients et ils ont pour objectif de répondre à un besoin très urgent de trésorerie qui explique que les clients acceptent une valorisation des côtés de leur société. Pour conclure, je voudrais simplement vous dire que nous, notre cabinet, on a mis en place une offre d'abonnement annuel qui est très adaptée pour les startups, dont le montant varie en fonction de la maturité du projet. Et n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous souhaitez plus de détails à ce titre. On serait ravis d'en parler avec vous. Maintenant, je pense qu'on peut passer